Monsieur le ministre, mes chers collègues, faire confiance et simplifier. L'intitulé de cette proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale est riche de promesses. La crise sanitaire a contribué depuis un an à ériger ces objectifs fédérateurs au cœur des attentes des acteurs de santé. Exprimés tant dans le Ségur de la santé que dans la mission sur la gouvernance hospitalière présidée par le professeur Claris, leur aspiration, c'est légitime, est de se recentrer sur leur cœur de métier, le soin. Le choc de confiance et de simplification tant attendu n'est clairement pas, et je le regrette, au rendez-vous de ce texte. La Commission en a déploré le contenu disparate et sur certains volets chétif, son prisme comme son manque de vision stratégique. Cette proposition de loi ne nous a pas semblé porter haut l'ambition pour notre système de santé que ces acteurs de première ligne au front de l'épidémie depuis un an sont aujourd'hui en droit d'attendre. Cette ambition appellerait, selon moi, la discussion d'un texte à la plus forte ossature plutôt que de procéder par ajustement. Surtout, la cohérence de certaines mesures que nous sommes appelés à voter est mise à mal par un calendrier de discussion qui précède la publication d'ordonnances structurantes pour l'hôpital issues de la loi Ma Santé 2022. Bien que contraints par les règles de recevabilité des amendements, nous avons adopté en commission des affaires sociales une version largement remaniée de ce texte. Nous en avons d'abord recentré l'objet en supprimant 10 articles sur 37, pour la plupart des évolutions de trop faible portée ou, selon nous, insuffisamment préparées. C'est notamment le cas de l'article 1er portant initialement la création d'une profession médicale intermédiaire aux contours indéfinis. Engagée, je crois, sans concertation avec les professionnels intéressés, cette mesure n'avait pas sa place dans un texte prétendant rétablir la confiance avec les acteurs. D'autres évolutions dans les missions des professionnels de santé viennent semer la confusion dans la logique du parcours de soins sans constituer une réponse à la demande légitime de ces professionnels de voir reconnaître leurs compétences. Ici aussi, nous avons déploré le défaut d'une ligne directrice claire. Nous avons également rejeté des mesures engagées dans la précipitation dont les potentiels impacts collatéraux ne nous ont pas semblé maîtrisés. La Commission a ainsi réaffirmé le rôle majeur des associations dans l'encadrement des bénévoles intervenant dans le contexte si sensible des lieux de soins, en refusant les dérives que pourrait introduire la notion de bénévole individuel. Concernant l'examen des dispositions relatives à la gouvernance hospitalière, je ne peux vous cacher, monsieur le ministre, que la déception de la Commission est réelle. La Commission a d'abord déploré un problème de méthode en constatant d'une part que la proposition de loi traitait de plusieurs sujets pour lesquels le Parlement a très largement délégué au gouvernement le pouvoir de légiférer par ordonnance, et d'autre part qu'elle se contentait, malgré l'ambition de son titre, de hisser au niveau législatif des dispositions réglementaires existantes. Elle a surtout regretté que les propositions portées par le texte soient, pour la plupart d'entre elles, des traductions parfois édulcorées des recommandations émises par le professeur Claris à l'issue de sa mission sur la gouvernance hospitalière ou par la concertation du Ségur de la santé. La possibilité de former une commission médico-soignante, le droit d'option en matière d'organisation interne, la recomposition du directoire, le plan de gouvernance et de management et même la lutte contre l'intérim médical sont autant de mesures dont l'annonce produit certes un effet de courte durée, mais dont la faible envergure, selon nous, est unanimement regrettée par les acteurs médicaux et administratifs que nous avons auditionnés. La Commission, face à ce texte, avait deux options, dont je ne vous cache pas que chacune aurait pu se justifier aux yeux de l'opinion. Rejeter en bloc un texte dont le contenu n'entraînait en fin de compte que peu de changements, ou tenter de l'améliorer en profondeur, c'est la seconde voie qu'elle a choisie. Elle a défendu une position qui me semble équilibrée, de prudence mais de méfiance, à l'égard des groupements hospitaliers de territoire, à propos desquels elle avait recommandé une étude spécifique à la Cour des comptes et dont elle a tenté de tirer profit. Elle a supprimé l'article 4 quater, qu'elle estimait être une véritable provocation à l'égard des praticiens hospitaliers dont la vie privée subissait une atteinte manifestement disproportionnée.
Elle a fait part de son intérêt pour plusieurs initiatives qui seront discutées en séance et qui concernent l'inégalité de traitement entre l'activité libérale exercée par un praticien hospitalier d'un établissement public de santé et l'activité libérale exercée par un praticien salarié d'un établissement de santé privé à intérêt collectif. La commission a surtout réécrit les articles 5 et 6 en exploitant à fond les opportunités qu'ouvraient les dispositions à peine esquissées par le texte initial de la proposition de loi. Elle a sécurisé les compétences du chef de service afin d'éviter les chevauchements possibles avec celles des chefs de pôle. Elle a permis de satisfaire une demande très ancienne d'approfondir la délégation de gestion au sein des établissements. Enfin, elle s'est attelée à l'une des causes du défaut d'attractivité de l'hôpital public pour les personnels paramédicaux, dont mes auditions ont montré qu'il était en grande partie lié à un défaut de représentation auprès de la direction. Elle a ainsi permis l'inscription de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique au rang des organes représentatifs de l'établissement public de santé, ainsi que l'élection de son président par ses membres. À toutes ces avancées, saluées par les acteurs, le gouvernement a opposé une fin de non-recevoir peu constructive, consistant à demander par amendement le rétablissement de l'ensemble des articles touchant à la gouvernance hospitalière dans une version identique à celle issue de l'Assemblée nationale. Leur examen donnera lieu au cours de nos débats à des explications plus détaillées. La commission des affaires sociales, fidèle aux positions tenues au cours de ses travaux, a favorablement accueilli les initiatives de tous bords politiques qui servaient la construction d'un hôpital public moins contraint et plus soucieux d'assurer à ses personnels l'attractivité qui lui fait aujourd'hui tant défaut. Nul doute que le texte qui sortira de nos débats répondra davantage aux maux et attentes de nos soignants. Notre tâche est encore pourtant loin d'être achevée. Au problème désormais structurel de l'abandon résigné à l'hôpital public par nos gouvernements successifs, la Commission a une nouvelle fois rappelé qu'aucune mesure législative ne pourra durablement se substituer aux revalorisations salariales qui s'imposent. L'urgence est là, impérieuse, mais face au mauvais génie français de la réforme, il semble que les évidences les plus criantes restent encore ignorées. Pour autant, le souci qu'a montré la Commission de tirer de ce texte le meilleur qu'elle avait à offrir lui permet d'en présenter aujourd'hui au Sénat une version, si ce n'est parfaite, du moins nettement améliorée. La Commission vous demande donc en conséquence d'adopter cette proposition de loi dans le texte qui ressortira de ces travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Pour cette motion préalable, la parole est à Madame Laurence Cohen et les membres du groupe communiste républicain écologiste qui ont déposé cette motion. C'est donc Madame Cohen qui la défend pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre groupe a fait le choix de déposer cette motion tendant à la question préalable car nous sommes opposés aux orientations de cette proposition de loi. D'ailleurs, les soignantes et les soignants sont vent debout contre la plupart des mesures qu'elle contient. Monsieur le ministre, vous avez utilisé la proposition de loi de la députée Stéphanie Rist pour compléter, voire ajouter certaines mesures du Ségur de la santé. L'impact de cette PPL sera lourd de conséquences pour notre système de santé et bien éloigné de la volonté de simplification affichée. Ainsi, il s'agit notamment de renforcer l'échelon des groupements hospitaliers territoriaux qui devient encore davantage la référence alors même que le rapport de la Cour des comptes d'octobre dernier est plutôt mitigé. De même, cette PPL offre une place prépondérante aux gestionnaires et technocrates, ceux-là même qui ont conduit l'hôpital public à l'asphyxie. Parallèlement ou paradoxalement, cette PPL va autoriser le bénévolat à l'hôpital, ce que mon collègue député Pierre Dharréville a comparé à juste titre à une réforme d'ubérisation des activités associatives. Notre groupe a décidé de déposer cette motion car nous nous opposons non seulement sur le fond aux mesures qui sont en deçà des attentes et des besoins, mais également sur la forme, le gouvernement ayant travesti cette proposition de loi en véritable projet de loi et en ayant convoqué une procédure accélérée. Cette méthode a l'avantage pour le gouvernement de s'exonérer d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État, ce qui laisse de fortes incertitudes sur les conséquences de ce texte que nous refusons.
Le plus grave est ce décalage qui existe entre ce texte et le vécu des professionnels de santé et du médico-social. Comment oublier que ce texte, qui se veut le prolongement du Ségur de la santé, fait suite à la première vague de Covid-19 et surtout à des mois de mobilisation de collectifs et de syndicats des personnels. Et puis, contradiction supplémentaire, bien que ce texte affiche la volonté d'enrichir le Ségur, il ne contient en réalité que seulement 5 des 38 propositions qui y figurent. Alors qu'il faudrait s'attaquer aux racines du malaise des personnels soignants, manque de moyens, pilotage comptable, gestion calquée sur le privé, ce texte prolonge une vision libérale de l'hôpital public en assumant l'introduction des règles du management privé dans le secteur public. Dans la lignée du New Management Public, il veut renforcer la vision gestionnaire et managériale de l'hôpital. Cette conception détourne le système public de sa fonction première, le soin, et vise à rapprocher l'hôpital public du fonctionnement des cliniques privées au mépris de l'histoire du service public hospitalier, des valeurs portées par ses agents et des services rendus aux populations, respectant l'égalité de toutes et de tous, quelle que soit son origine sociale et son territoire. Derrière l'argument des contraintes organisationnelles se dissimule l'autonomie de gestion et l'autonomie de moyens des établissements de santé. L'autonomie n'est donc qu'un paravent pour justifier, sans doute pour plus tard, une baisse supplémentaire des dépenses de l'État ou de la sécurité sociale. De plus, en renforçant l'autonomie des hôpitaux, vous forcez la main aux réorganisations des services et des métiers administratifs et techniques. Il faut au contraire renforcer l'égalité d'accès aux soins plutôt que de casser le cadre national du service public de santé en prenant modèle sur l'autonomie des universités qui a aggravé la mise en concurrence des établissements et encouragé le financement privé. La crise semble donc vous fournir un prétexte pour aller plus loin vers la déréglementation. Vous ne le faites pas au hasard, vous le faites pour pousser le plus loin possible des logiques gestionnaires et technocratiques qui ont contribué à affaiblir l'hôpital public. Cela va encore alimenter la mise en concurrence entre structures et favoriser la gestion pyramidale et centralisée des hôpitaux. Par exemple, le départ d'un directeur d'hôpital pourrait être le prétexte à faire de cet hôpital, au bout du compte, une annexe de l'hôpital support du groupement hospitalier territorial. Alors que les bilans financiers démontrent l'échec des groupements hospitaliers de territoire, vous décidez d'accélérer ce que vous appelez l'intégration et l'installation de méga GHT. Pourtant, les personnels rencontrés lors de mes nombreux déplacements dans les hôpitaux et les EHPAD publics ont toujours remis en cause, et continuent de le faire, ce pilotage à distance des superstructures. Redonner de l'attractivité aux professions de santé et du médico-social passe par la revalorisation des métiers, l'augmentation salariale, mais également par le partage des pouvoirs et donc des décisions. La réhabilitation des chefs de service est totalement amoindrie par le maintien des pôles. Pourquoi ce maintien, alors que la majorité des professionnels, à l'image du collectif Inter-Hôpitaux, demandent leur suppression, critiquant la bureaucratie qu'ils génèrent? A contrario, ce que vous appelez la gouvernance doit redonner à chacune et à chacun sa place et s'appuyer sur 2 piliers. Premier pilier, la fin des politiques d'austérité avec un objectif national des dépenses d'assurance maladie à la hauteur à minima de l'évolution naturelle des dépenses. Second pilier, l'instauration d'une véritable démocratie sanitaire avec une représentation plus importante de l'ensemble des professionnels médicaux, administratifs, techniques, des étudiantes et étudiants internes de médecine, des usagers et des élus locaux, totalement absents des prises de décision. Rien de tout cela ne se retrouve dans le texte, à part une mesure, effectivement, à l'article 9. Enfin, mais il y aurait tant à dire, il manque dans ce texte des éléments fondamentaux pour un meilleur maillage de proximité, donc une offre de soins à égalité pour l'ensemble des territoires. Ainsi, les centres de santé sont totalement oubliés. Pourtant, d'après les chiffres du Conseil national de l'ordre des médecins, le nombre de médecins ayant au moins une partie de leur activité en centre de santé a presque doublé entre 2010 et 2018. L'attrait du salariat et de l'exercice regroupé attire de plus en plus les jeunes médecins et malgré les tentatives de certains de les maintenir dans le sacro-saint exercice libéral, il y a indiscutablement un développement de la médecine salariée, notamment chez les généralistes. Il est donc nécessaire de renforcer l'attractivité des centres de santé qui permettent l'accès aux soins non programmés que les médecins libéraux ont abandonnés depuis le décret Mattei, supprimant les gardes de nuit, des week-ends et des jours fériés.
C'est d'autant plus nécessaire que, selon l'Association des maires de France et les maires ruraux, la désertification médicale s'accélère et les habitantes et les habitants des zones rurales sont celles et ceux qui accèdent de moins en moins aux hôpitaux. Ainsi, en 2019, 7,4 millions de Françaises et de Français habitaient dans un désert médical, soit 11%, contre 5,7 millions en 2016. Le manque de médecins est une des causes fondamentales de l'accélération de la désertification médicale. Madame Buzyn y avait répondu par la suppression du numerus clausus dans les études de santé. Mais sans moyens supplémentaires accordés aux universités, sans investissement immobilier et sans revalorisation du tutorat, cela revient à la situation actuelle de stagnation du nombre de médecins formés. Selon Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, plus on est loin, moins on a de formation et moins il y a de médecins. Pourtant, la crise sanitaire de la Covid-19 démontre l'enjeu d'investir dans l'éducation à la santé et dans un maillage territorial d'accès aux soins. Malgré deux éléments positifs, la suppression de l'article 1 portant sur la création de professions médicales intermédiaires, vilipendées de tous, et le maintien de plusieurs articles pour renforcer les prérogatives des sages-femmes, contribuant ainsi à une meilleure reconnaissance de cette profession libérale, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous ayons déposé cette motion de rejet, car nous sommes en désaccord avec la conception générale de ce texte. Malgré notre appétence pour le débat, nos désaccords de fond avec ce texte rendent l'adoption de nos amendements très hypothétique. Le plus grave, Monsieur le ministre, est qu'aucun enseignement n'ait été tiré de la pandémie que nous vivons depuis près d'un an et qui ne s'éteint toujours pas. Vous continuez à inscrire des mesures dans le droit fil des réformes qui ont conduit notre système de santé là où il en est aujourd'hui. Loi HPST de Roselyne Bachelot, loi santé de Marisol Touraine ou encore Ma santé 2022 d'Agnès Buzyn, avec en supplément la casse du cadre national du service public de santé. Mes chers collègues, avec Katia Poursopoli, nous avons entendu des critiques virulentes contre ce texte en commission. Nous avons même entendu de la colère monter de tous les bancs. Nous vous invitons donc, par conséquent, en tout cas toutes celles et tous ceux qui prétendent défendre le service public de santé et qui prétendent refuser la casse du système hospitalier, de voter notre motion. C'est le moment, au lieu de toujours remettre à plus tard ce que l'on peut faire le jour même. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Madame la présidente, merci. L'avis de la commission est un avis défavorable, car l'adoption de cette motion mettrait un terme à nos débats et nous souhaitons débattre. Avis du gouvernement. J'ai une demande d'explication de vote de Madame Poncet-Monge. Merci Madame la Présidente. Je vais intervenir sur les deux motions. Je ne prendrai pas... Personne n'est dupe. Cette proposition de loi hétéroclite, incomplète, dépourvue de souffle, de méthode et de cohérence est un énième projet de loi gouvernemental dissimulé en prétendu travail parlementaire pour accélérer les réformes en contournant l'avis du Conseil d'État et l'étude d'impact. Alors que cette proposition prétend compléter le Ségur de la santé quant aux dimensions non financières, touchant notamment à la gouvernance et à la démocratie sanitaire, qui ont donné lieu à de nombreuses contributions, de nombreuses rencontres suite au mouvement social, cette marche forcée s'explique par le peu de prise en compte des enseignements, tant des rapports de la Cour des comptes ou du professeur Clarisse, que surtout de la mobilisation de ce qui s'est passé pendant la pandémie, des longues négociations du Ségur de la santé. Il s'agit donc pour le gouvernement de passer en force en prenant le risque d'avoir simulé la concertation, consentie, il est vrai, sous la pression de la mobilisation des professionnels de santé, pour poursuivre la même logique, celle qui fragilise encore et toujours notre système de santé et affaiblit l'hôpital public qui, en pleine pandémie, perd encore des lits. Enfin, le Parlement n'est pas respecté, voire instrumentalisé. Et la commission sociale du Sénat n'a pu, dans le cadre de la procédure accélérée, valablement travailler. D'autant que nous sommes en attente des ordonnances en lien avec certaines mesures de cette proposition de loi. Le Sénat ne peut accepter ce déni du travail parlementaire. Et il va de notre responsabilité, mes chers collègues, de ne pas le tolérer. Cette proposition de loi fait l'objet de deux motions, tendant à opposer la question préalable et demandant le renvoi en commission.
En cohérence avec les protestations issues pourtant de tous les bancs, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera favorablement les deux motions dont nous partageons beaucoup des arguments. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cette question préalable. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. J'attends. Le scrutin est ouvert. Accueilli 27 voix pour, 254 voix contre. Elle n'est donc pas adoptée. Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi en commission. Monsieur Bernard Jomier et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain ont déposé une motion distribuée sous le numéro 70 tendant au renvoi à la commission du texte en discussion. La parole est à Madame Monique Lubin pour la motion et pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, certaines manières de légiférer installées par l'actuelle majorité gouvernementale étaient déjà très contestables avant l'irruption de la Covid-19 dans nos vies. La crise sanitaire les rend encore plus difficilement supportables, a fortiori quand il s'agit de réformer dans la précipitation le système de santé, comme c'est le cas avec la présente proposition de loi. Elle est très insatisfaisante sur le fond. Elle témoigne de la constance du mépris exprimé par l'exécutif, aussi bien à l'encontre du Parlement que des partenaires sociaux. Ce sont ces constats qui motivent la motion de renvoi en commission que je présente aujourd'hui au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat. Il y a en effet beaucoup à redire sur le traitement du Parlement et du travail législatif dont témoignent la genèse, le contenu et les modalités d'examen de la présente proposition de loi. En premier lieu, nul n'ignore que si le texte qui est soumis à discussion aujourd'hui est marqué au sceau de l'initiative parlementaire, il est avant toute chose une commande du gouvernement. La proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification est censée traduire dans notre droit les mesures non budgétaires annoncées dans le cadre du Ségur de la santé. Il aurait été opportun qu'elle fasse l'objet d'un projet de loi et non d'un texte d'origine parlementaire. Il s'agit ici pour l'exécutif d'obtenir la transposition dans la loi d'un certain nombre des dispositions du Ségur de la santé, mais en se soustrayant aux contraintes qui sont liées à l'élaboration et à l'examen d'un texte d'origine gouvernementale. En procédant de la sorte, le gouvernement se libère de deux obligations. Le texte n'a fait l'objet ni d'un avis du Conseil d'État, ni d'une étude d'impact. Pourtant, le respect que nous devons aux soignants aurait exigé qu'un tel texte soit non seulement sécurisé juridiquement par un avis de cette instance, mais qu'il fasse aussi l'objet d'une étude d'impact afin que ses conséquences soient analysées. Les études d'impact ne sont décidément pas le fort de ce gouvernement. On se souvient de celles qui accompagnaient le projet de loi réforme des retraites étrillé par le Conseil d'État. Cette proposition de loi se veut pourtant ambitieuse et est par conséquent susceptible d'impacter lourdement un système de santé dont nous avons plus que jamais besoin qu'il fonctionne efficacement. Je m'interroge donc sur le sens des circonstances et l'appréhension de la gravité de ses responsabilités et de ses obligations par la majorité. Elle improvise sans méthode et sans rigueur la réforme d'un système de santé dont le bon fonctionnement est aujourd'hui plus que jamais impératif. C'est pourtant le moment de faire bien les choses ou de ne pas les faire. Nous n'y sommes pas. Les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain estiment que les dispositions que porte cette proposition de loi ne sont pas inscrites dans le bon véhicule législatif. Ils posent d'emblée problème. À l'absence d'avis du Conseil d'État et d'enquête publique s'ajoute à l'encontre de ce texte, et une fois de plus, sa conception au mépris de toute véritable concertation avec les parties prenantes. Ce n'est pas un hasard si la majorité des professions concernées par cette proposition de loi sont vent debout contre des dispositions qui ont soulevé une profonde indignation des syndicats et des professionnels de santé, et un rejet unanime de la part de l'ensemble des acteurs. La suppression de son article 1er est à ce titre emblématique. Portant initialement création d'une profession médicale intermédiaire, la fronde qu'il a provoquée a conduit à sa piteuse évolution à l'Assemblée nationale en demande de rapport relatif à la création d'une profession médicale intermédiaire, pour finalement être purement et simplement supprimée dès le stade de l'examen en commission au Sénat. Ce manque de concertation relève d'une méthode et traduit une conception très descendante de la politique.
Elle joue des tours au Gouvernement car elle se manifeste notamment par un recours accru aux ordonnances et aux mesures réglementaires qui empiètent excessivement sur le domaine du Parlement. La commission des affaires sociales n'a ainsi pas manqué de souligner le paradoxe consistant pour le Gouvernement à promouvoir des dispositions qui ont aussi fait l'objet d'ordonnances et de mesures réglementaires. Des dispositions déjà modifiées par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, publiée il n'y a même pas 2 mois et demi, le sont par ailleurs de nouveau dans cette proposition de loi. Il en va de même pour les dispositions concernant le recrutement des praticiens hospitaliers et la gouvernance des hôpitaux. Comme les dispositifs de coopération renforcés, ils étaient pourtant au cœur du décloisonnement censé être porté par la loi de juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation de notre système de santé. Comment les professionnels peuvent-ils s'emparer des modalités d'exercice coordonné et de coopération ? Même chose pour les instances de gouvernance de l'hôpital, où, faute de vision globale, le gouvernement s'enlise au milieu du gué. Aujourd'hui, alors même que la plupart des ordonnances concernées n'ont pas encore vu le jour, le gouvernement, via sa majorité parlementaire, accroît le flou en revenant sur des dispositifs non encore appliqués. Non seulement le Parlement a été dessaisi de ses prérogatives en 2019, mais il l'a été pour rien, si l'on en croit le résultat. Quant au gouvernement, il n'est toujours pas au clair sur sa conception même de notre système de santé. Le manque de sérieux dans la démarche est encore attesté par le temps imparti pour l'examen de ce texte. À l'origine, cette proposition de loi, qui se veut pourtant ambitieuse et qui exige l'examen de plus d'une trentaine d'articles, dont certaines dispositions sont susceptibles de changer la gouvernance des hôpitaux, ne devait être discutée qu'en une demi-journée. Comprenant son erreur, le gouvernement a demandé une modification de l'ordre du jour en dernière minute afin de laisser une demi-journée supplémentaire au débat. Ce changement contraint n'a cependant rien de satisfaisant. On nous demande de travailler dans la précipitation, sans pouvoir nous appuyer sur une pourtant nécessaire enquête publique, ni sur un avis du Conseil d'État tout aussi nécessaire. Cette absence d'éléments justifierait à lui seul de siéger plusieurs jours pour pallier les incohérences du texte et éviter l'adoption de mesures qui risquent de déstabiliser notre système de santé au plus mauvais moment. De fait, de l'Assemblée nationale au Sénat, cette proposition de loi très succincte lorsqu'elle a été déposée par ses auteurs au bureau de la Chambre basse a d'ores et déjà fait l'objet d'un travail de réécriture extrêmement important, témoignant du grand manque de rigueur rédactionnelle et juridique de certains articles. Ce travail de réécriture a été aussi bien l'œuvre du gouvernement que des rapporteurs, c'est dire l'impréparation de ce texte. Procéder ainsi est irresponsable et irrespectueux à l'égard du travail parlementaire et encore une fois, aurait pu être l'occasion d'un débat et d'une réforme de la gouvernance hospitalière que la pandémie de la Covid-19 a rendu plus que jamais nécessaire. Mais le choix du véhicule législatif, du temps très restreint imparti pour les débats et d'une procédure accélérée nous empêche de les mener sereinement. Il est ainsi flagrant que cette proposition de loi sans fil conducteur ne soit qu'une tentative incomplète d'assemblage de mesures mal articulées entre elles. Il n'y a pas de vision globale de ce que devait être notre système de santé rénové, pas de projet pour lui. Nous ne pouvons pourtant pas nous payer le luxe de voter des dispositions redondantes, insatisfaisantes, créant de nouvelles contraintes dont les conséquences n'ont pas été préalablement évaluées. Sur les 33 mesures que comporte le Ségur de la santé, seulement 5 sont reprises dans la proposition de loi. Elles ne font l'objet que de 6 des 42 articles que comporte le texte après son passage à l'Assemblée nationale. C'est bien mince pour un texte qui était censé traduire le volet non financier des conclusions du Ségur de la santé. L'article 10 de la proposition de loi correspond ainsi à la mesure 3 de ce Ségur qui vise à mettre fin aux abus de l'intérim médical. La mesure 7 du Ségur est relative au renforcement du déploiement de la pratique avancée. Elle permet à des infirmiers de réaliser des missions élargies par rapport à leur champ de compétences initial afin de répondre aux évolutions de l'organisation des soins. Cette mesure était prévue à l'article 1er qui a donc été changé en demande de rapport après l'examen du texte à l'Assemblée nationale et supprimée lors de l'examen en commission par le rapporteur. La mesure 18, reprise à l'article 5 de la proposition de loi, viserait à donner plus d'autonomie aux services des hôpitaux en matière de gestion et d'adaptation de leur organisation. Il s'agirait de revenir à des unités plus concrètes, les services d'oncologie ou de cardiologie, plutôt que de se reposer sur des superstructures. La mesure 19 est liée à la précédente. Les hôpitaux ne seraient plus obligés de s'organiser en pôle d'activité réunissant plusieurs services. La mesure 22 du Ségur, quant à elle, viserait à mieux associer les soignants et les usagers à la vie de l'hôpital. Elle trouve sa traduction dans plusieurs dispositions du texte, dont la possibilité de fusionner les commissions médicales d'établissement et les commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Des mesures comme la mesure 27 du Ségur visant à lutter contre les inégalités en santé ou encore la mesure 31 visant à renforcer l'offre de soutien psychiatrique et psychologique sont absentes de la présente proposition de loi. La mise en place d'un numéro national de prévention du suicide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le recrutement de 160 psychologues supplémentaires dans les centres médicaux psychologiques, le fait de donner accès à des consultations de psychologues ambulatoires serait pourtant nécessaire dans une période où la santé mentale des Français est mise à mal par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. Enfin, les dispositions concernant les sages-femmes, si elles vont dans le bon sens, auraient pu faire l'objet d'un texte à part. Je conclurai mon intervention en soulignant que ce texte manque cruellement d'une vision globale. Nous n'avons pas suffisamment de recul pour nous prononcer sur des mesures dont les effets n'ont pour l'instant pas pu faire l'objet d'une quelconque évaluation. Nous ne pouvons pas légiférer sans visibilité. Par conséquent, nous demandons un renvoi du présent texte en commission afin de nous donner les moyens de l'examiner dans les délais plus appropriés et pour avoir plus de visibilité sur les ordonnances en cours. Merci Madame la sénatrice. Sur cette motion de renvoi en commission, quel est l'avis de la commission ? Merci Madame la Présidente. Le renvoi en commission ne répondrait pas aux objectifs souhaités de légiférer en disposant d'une plus grande visibilité, notamment sur les ordonnances en cours. Enfin, cela nie le travail important que nous sommes parvenus à conduire dans des délais certes réduits sur ce texte dont la Commission a adopté une version, je l'ai dit tout à l'heure en séance, enfin en début, largement remaniée. En outre, même en connaissant le contenu des ordonnances en cours de publication, nous ne pourrions empiéter par nos amendements sur le champ de ces habilitations en application de l'article 38 de la Constitution. Enfin, je doute qu'un délai supplémentaire nous permette de lever toutes les limites que nous connaissons à ce texte. En particulier, l'appréciation de son périmètre resterait le même et resterait contraint de la même façon, en nous empêchant donc dès lors de compléter ce texte d'autres volets intéressants. Au final, je crains que l'effet concret de l'adoption de cette motion se limite juste à retarder l'avancée de nos travaux. Et pour cette raison, la Commission a donné un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Monique Lubin, je voulais juste revenir sur le fond. On va avoir le débat, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir le débat dans cet hémicycle, et il est évidemment légitime. Sur la forme, je retiens, vous avez parlé de mépris vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis des partenaires sociaux. Mépris vis-à-vis du Parlement, Madame la Sénatrice, croyez-le ou non, mais c'est une initiative parlementaire de A à Z. De la première à la dernière ligne de ce texte, c'est une parlementaire qui l'a écrite, et qui l'a même écrite avant que les accords du Ségur aient été mis en place et été examinés. Mépris du Sénat, le texte a été transmis au Sénat la première semaine du mois de décembre, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 mois. J'ai le sentiment, Madame la Sénatrice, que le Parlement a été en l'occurrence respecté. Après, on peut considérer que les PPL, les propositions parlementaires, sont une bonne ou une mauvaise option dans la mesure où elles nous privent de fait d'une analyse du Conseil d'État, mais enfin c'est la Constitution qui l'autorise. Et si je vous disais que j'étais défavorable aux initiatives parlementaires, pour le coup, je ferais preuve d'un mépris, ce qui n'est pas mon cas. Et quand vous dites mépris vis-à-vis des partenaires sociaux, les accords du Ségur, c'est la première fois depuis des décennies qu'on a un accord majoritaire chez les soignants, chez les médecins, chez les non-soignants et chez les étudiants. Un accord majoritaire, Madame la Sénatrice, qui va de Force ouvrière, UNSA, CFDT. Je n'ai pas l'impression que les partenaires sociaux aient été méprisés, sans quoi ils n'auraient peut-être pas apposé leur nom et leur signature en bas des accords qu'ils ont renouvelés le 11 février quand nous avons étendu le périmètre du Ségur au personnel, et c'était d'ailleurs avec les parlementaires de tous bords nous avaient sensibilisés, au personnel du secteur médico-social rattaché à un établissement de santé publique. Et enfin, la mission Clarisse, qui est une mission de très grande qualité et dont s'est beaucoup inspirée la députée Stéphanie Rist, est une mission qui a mobilisé des dizaines de milliers de soignants qui ont répondu et qui fait consensus avec des communiqués de presse de la plupart des conférences, des collèges, des syndicats, attestant du fait que ces mesures sont portées. Donc vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais encore une fois, le mépris, j'ai du mal à le voir. Donc un avis défavorable. Bien, je suis saisie d'une demande d'explication de vote de Madame Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, cette motion de renvoi en commission est un élément important. Pourquoi ? Parce que pour toutes les raisons qui ont été données, et les raisons qui ont été données par ma collègue Monique Lubin rejoignent pour beaucoup les critiques que nous avons faites, nous, au groupe communiste républicain citoyen écologiste, et qui nous ont conduits
à faire une question préalable. Parce qu'on le voit bien, il y a des critiques qui sont formulées, et puis finalement, la conclusion de la majorité de droite de la commission, c'est de dire « mais on va débattre ». Or, on sait très très bien que le débat est extrêmement restreint. On sait aussi très très bien que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont absolument dans la même logique que les politiques qui ont conduit notre système de santé là où il en est. Alors je sais bien qu'en disant ça, certains se sentent offensés, mais c'est la réalité des faits. La réalité des faits aujourd'hui, c'est une situation des hôpitaux qui est en surchauffe. Et les mesures du Ségur qui ont été soi-disant pour répondre aux revendications des personnels n'ont pas répondu à l'attente de ces personnels. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement à prendre la problématique non seulement de la revalorisation des métiers, mais également aussi du fait d'arrêter de fermer des lits et d'embaucher et de rendre attractives les carrières. Or ça n'est pas pris à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et quand on critique au niveau de l'hémicycle, quand on essaye de dialoguer avec le gouvernement est sachant et les autres ne savent pas. Eh bien, ça, c'est pas source de pouvoir faire avancer finalement une politique qui va répondre aux besoins des populations et à l'attente des personnels. Alors, on n'a pas beaucoup d'illusions sur le fait du renvoi de cette demande de renvoi en commission, puisque c'est rejeté par la majorité LR de la commission. Mais nous allons quand même voter par principe, parce que nous pensons que les dés sont pipés et que le débat véritable n'a pas lieu et que les mesures à la hauteur des besoins ne sont pas prises. Exactement. Merci. Pour une explication de vote, Monsieur Jomier. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas rentrer non plus dans le débat sur le fond, mais 3 points. La Commission nous dit que ça n'aurait pas d'intérêt en termes de calendrier de renvoyer en commission. C'est devancer les desiderata du gouvernement. Si nous déposons une motion de renvoi en commission, c'est pour prendre le temps d'avoir connaissance que les ordonnances qui concernent directement ce texte soient publiées, et donc de pouvoir étudier ce texte plus tard, en mars, puisqu'il est annoncé la publication pour le mois de mars. Et mon Dieu, ça donnera le temps au gouvernement qui encore aujourd'hui déposé des amendements qui, pour parler des diététiciennes, pour parler des préparateurs en pharmacie, etc., si ces sujets sont aussi importants, de les inclure dans le texte, parce que pour le moment, ils sont irrecevables, ces amendements. Et donc, ça montre bien l'impréparation de ce texte et la nécessité de délibérer de façon éclairée, donc en ayant connaissance du texte de ces ordonnances. Seulement, on anticipe le fait que le gouvernement veut passer en force et que si la motion était adoptée, eh bien, il convoquerait la commission et demandera à la commission de se réunir immédiatement. Il nous ferait siéger vendredi, samedi, dimanche, que sais-je. Mais moi, je ne suis pas soumis dans mes votes aux positions supposées du gouvernement et je veux croire qu'il reste un peu de sagesse au gouvernement pour constater comme nous qu'il est temps de reporter l'examen de ce texte après la publication de ces ordonnances. Deuxièmement, la concertation et l'accord, il a été sur le Ségur, monsieur le ministre, pas sur cette PPL. Sur cette PPL, les auditions auxquelles a procédé le rapporteur et celles auxquelles nous avons auditionné ont montré un désaccord général sur le contenu de ce texte. Et donc, nous ne voyons pas là les bases d'un texte qui fait un minimum consensus, en tout cas large accord au sein des professions de santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital public ou que ce soit dans le secteur de ville. Donc pour toutes ces raisons, nous estimons que nous avons plus besoin de temps et qu'il est plus raisonnable de renvoyer ce texte en commission. Bien, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public. Le scrutin est ouvert. Motion de renvoi en commission a recueilli 91 voix pour et 254 voix contre. Elle n'est donc pas adoptée. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Véronique Guillotin pour le groupe RDSE et 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons revêt par son titre de nombreux espoirs. Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. La crise sanitaire qui a frappé notre pays de plein fouet a mis en lumière les forces de notre système de soins, mais en a également relevé les faiblesses.
Pendant la lente décrue de la première vague de contamination, le Gouvernement a annoncé l'initiative intéressante de la tenue du Ségur de la santé, qui doit permettre une évolution tant attendue. Dont nous débattons aujourd'hui pose l'objectif de constituer le versant non financier des conclusions du Ségur, enrichi des propositions du rapport Claris sur la gouvernance de l'hôpital. Pour autant, le véhicule législatif utilisé, la préparation concomitante d'ordonnances par le ministère de la Santé, complique l'exercice et nous prive d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État. Pour autant, la grande majorité du groupe RDSE, tout en entendant les raisons du dépôt de la question préalable et de la demande de renvoi en commission, n'a pas voté ces deux motions, car poursuivre les débats sur des sujets majeurs tels que la gouvernance des hôpitaux, les coopérations, l'attractivité des carrières ou encore l'intérim permettra, j'en suis sûre, d'enrichir le texte, et c'est dans cet état d'esprit que nous nous inscrivons. J'évoquerai en premier lieu les protocoles locaux de coopération. Le texte de la Commission, par son article 1er, revient au cadre juridique issu de la loi Santé de juillet 2019 et permet ainsi de les étendre aux professionnels de santé travaillant de manière coordonnée et hors établissement. Cette disposition répond aux besoins d'une médecine plus coordonnée au bénéfice du patient, en ville comme à l'hôpital. La faible démographie médicale, mais aussi l'explosion des maladies chroniques, l'aspiration des jeunes à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'appétence pour l'exercice en équipe pluridisciplinaire impliquent absolument et nécessairement l'évolution du champ des compétences des professionnels de santé. Nous aurons à examiner de nombreux amendements concernant les sages-femmes et les auxiliaires médicaux. Certains vont plus ou moins loin, mais une philosophie doit nous guider et demeurer, améliorer, fluidifier le parcours du patient sans le détricoter. Le médecin généraliste est et doit en rester le pivot. Le Ségur a également mis en évidence l'existence bien antérieure à la crise Covid d'une perte d'attractivité des métiers de la santé. Les hôpitaux et structures médico-sociales d'ailleurs peinent à recruter. La revalorisation légitime des salaires ne permettra pas seule d'y remédier. De bonnes conditions de travail, plus d'effectifs dans les services, une gouvernance moins technocratique et plus médicalisée, une CME aux missions et au rôle renforcés, des recrutements simplifiés sont en grande partie les constats et propositions du Ségur et du rapport Claris, dont certaines seront examinées dans cette PPL. Ce qui n'y est pas abordé, par contre, et qui sont des préoccupations fortes des fédérations, c'est l'asymétrie des contraintes et des rémunérations entre les carrières médicales, publiques, privées ou associatives, et les freins à l'exercice d'un médecin sous différents statuts. Aussi, je proposerai en partie d'y remédier par la réintroduction de 2 articles, dont l'article 14 bis, qui permettra, au-delà de la remise d'un rapport, de ne pas enterrer trop précocement cette problématique. S'il est un sujet dont la crise a relevé les limites, c'est bien celui de la gouvernance des établissements. L'article 5 consacré à l'organisation interne restaure la fonction de chef de service sans l'opposer, mais plutôt en complémentarité avec le chef de pôle. L'organisation des pôles doit absolument rester une possibilité pour chaque établissement. La création de chefs de service et de chefs de pôle adjoints améliorerait encore le fonctionnement de l'hôpital. Le groupe RDSE a déposé des amendements en ce sens. Comment parler d'organisation sans évoquer les GHT installés à marche forcée? Leur fonctionnement est hétérogène. Un rapprochement imposé des établissements n'est pas souhaitable, mais il mérite d'être à la fois encouragé et sur la base du volontariat. L'article 9 de la proposition de loi ouvre le directoire de l'hôpital en prévoyant la possibilité pour le directeur de désigner des personnalités qualifiées. C'est à notre sens une bonne chose. Je regrette cependant l'exclusion des étudiants au sein de ces directoires. Je terminerai en évoquant les abus de l'intérim médical qui pénalisent lourdement à la fois les finances et le fonctionnement de l'hôpital. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui et malgré la volonté du gouvernement en 2017 d'y mettre un terme, force est de constater que le problème perdure. Il est devenu urgent de mettre fin à ces pratiques que je qualifierais de scandaleuses et permettre enfin l'application du plafond des rémunérations. L'hôpital ne peut pas et ne doit pas être une zone de non-droit dans laquelle certains professionnels imposeraient des exigences financières déraisonnables. Pour conclure, cette proposition de loi se présente comme un patchwork de mesures qui s'expliquent par le destin singulier de ce texte, pensé avant la crise sanitaire, puis saisi opportunément comme le moyen d'y intégrer quelques mesures du Ségur et tout ce qui ne rentre pas dans le champ des ordonnances. Suffira-t-elle à satisfaire les attentes? En tout état de cause, le groupe RDSE réservera son vote en fonction de l'évolution des discussions et émet le vœu que les mesures consensuelles issues du Ségur et du rapport Claris puissent trouver ici une traduction législative. Merci. La parole est à Madame Katia Poursopoli pour le groupe CRCE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre groupe a déposé une motion tendant à la question préalable car nous pensons que ce texte ne peut pas être amélioré. Sa philosophie globale est contraire au service public national de la santé que nous défendons depuis plusieurs années, comme l'a rappelé ma collègue Laurence Cohen. Derrière les mots « simplification » et « confiance », il faut lire « management public des hôpitaux et autonomie renforcée pour gérer l'austérité », mais qui est en réalité celle du gouvernement et pour le moins hétéroclite, mais non dépourvue de cohérence, l'affaiblissement du service public. Plutôt que d'investir massivement et durablement dans notre système de santé, ce texte propose de ronger les murs porteurs de l'hôpital. Après un Ségur raté, vous nous proposez une loi fourre-tout qui ne répond en rien aux attentes des soignants, ni même des usagers. Depuis 30 ans, les politiques d'austérité ont entraîné la fermeture des hôpitaux, des maternités, des centres de santé publics, des caisses d'assurance maladie. L'éloignement des services publics a créé une véritable rupture d'égalité, notamment pour les plus fragiles. À l'heure des débats sur le séparatisme, votre politique d'affaiblissement des services publics renforce le séparatisme financier qui met son argent au Luxembourg. Vous renforcez le séparatisme économique qui licencie après avoir bénéficié des milliards d'aides publiques. Enfin, vous renforcez le séparatisme social de celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder aux soins. Cette proposition de loi donne l'illusion au personnel hospitalier qu'en contrepartie du renforcement de l'autonomie des hôpitaux, ils pourront dégager des économies suffisantes pour sortir des baisses des dotations. Quelle déception, quel mensonge! Alors que certains services n'ont même plus les moyens d'acheter des couvertures pour les malades, ni de renouveler le matériel vétuste, cette proposition de loi va encore aggraver la situation. En renforçant l'autonomie des hôpitaux, vous accélérez la mise en concurrence des établissements publics de santé entre eux, comme si la concurrence avec les établissements privés lucratifs et non lucratifs ne suffisait pas. Vous créez une profession d'auxiliaire médical en pratique avancée. Vous avez certainement oublié l'activité professionnelle des infirmiers anesthésistes diplômés d'État qui se livrent depuis de nombreuses années à un exercice de pratique avancée. Mais je suis certaine que vous allez revoir votre copie, que vous allez les écouter. Ne pensez-vous pas qu'il est temps, monsieur le ministre, de répondre aux véritables besoins des personnels médicaux et paramédicaux ? C'est urgent, nécessaire. Arrêtez avec ces lois qui ne sont que du bricolage à 5 sous. Les personnels ont besoin de considération, de recrutement, de revalorisation salariale, d'amélioration de leurs conditions de travail. C'est une des solutions à la pénurie. Alors, plutôt que de renforcer le pouvoir des chefs de service, il faut renforcer la démocratie sanitaire et permettre une meilleure représentation de l'ensemble des usagers, des personnels et étudiants en santé, pour leur permettre de prendre part aux décisions. Nous avons déjà eu l'exemple des universités qui a suivi le même chemin. Le renforcement de l'autonomie des facs s'est traduit par une baisse du budget de l'enseignement supérieur de 10% entre 2008 et 2018, tandis que le nombre d'étudiants a progressé, lui, de 20%. L'accélération de l'intégration des hôpitaux dans les groupements hospitaliers de territoire prévus à l'article 7 ne répond absolument pas aux revendications des personnels hospitaliers. Elle éloigne encore plus les réponses aux besoins en santé des usagers. Votre dispositif anti-intérim se retourne contre les directeurs d'établissement qui devront privilégier les fermetures de services au recours à l'intérim s'ils veulent éviter les sanctions financières. C'est pourquoi il convient au contraire de sanctionner les entreprises de travail temporaire qui ne respectent pas le plafond de rémunération. Nous proposons de rétablir les gardes de nuit, du week-end et des jours fériés en indemnisant correctement en contrepartie les médecins qui effectuent ces astreintes. Sur la question du handicap, enfin, vous répondez à tous les besoins en mettant en place une plateforme numérique unique d'accès aux droits. Pourquoi pas ? Il est indéniable que l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap et les aidants est un vrai parcours du combattant. Mais où sont les mesures pour les établissements médico-sociaux ? Où sont les revalorisations salariales ? Les décrets pris à l'automne ont exclu ces personnels du Ségur de la santé. De la même manière, une négociation pour la fusion des conventions collectives du secteur est en cours
avec le risque de dégrader encore les conditions de travail pour les personnels. Un numéro vert ou une plateforme, c'est bien, mais cela ne doit pas cacher la misère. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe Union Centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, la crise sanitaire a révélé les limites de notre système de santé. Elle nous a permis aussi de reprendre conscience du travail remarquable réalisé au quotidien par tous les professionnels qui participent à notre parcours de santé. Sommes-nous à la hauteur de cet investissement ? Clairement, répondons-nous à leurs attentes légitimes. Lancé en mai 2020, à l'issue du premier confinement, le Ségur de la santé a suscité beaucoup d'espoir. Cet effort inédit est incontestablement une belle avancée. En revanche, beaucoup nous diront avec amertume qu'il ne s'agissait pas du Ségur de la santé, mais plutôt du Ségur de l'hôpital public. Jour après jour, les parlementaires ont été et sont encore interpellés par des professionnels qui se retrouvent exclus des revalorisations sans en comprendre les raisons. Dernièrement, ce sont les personnels de certains établissements médico-sociaux qui nous ont appelés. En fin d'année, nous étions 64 sénateurs à interpeller le ministère de la Santé, monsieur le ministre, pour qu'une réponse adaptée soit trouvée avec l'ensemble des professions oubliées du Ségur. Aujourd'hui, nous examinons la proposition de loi de notre collègue députée, Madame Stéphanie Rist, visant à améliorer le système de santé par la confiance et par la simplicité. Elle vise à concrétiser les mesures non budgétaires du Ségur de la santé, signées par les partenaires sociaux, comme cela a été rappelé. Avant d'entrer dans le détail de l'examen du texte, je souhaite vous faire part de quelques remarques générales. Alors que nous examinons cette proposition de loi composée de 35 articles dans le cadre d'une semaine gouvernementale, une seule et unique demi-journée lui était initialement consacrée, ça a été aussi rappelé. Cela nous promettait donc un examen au pas de course. Je salue donc l'ouverture de la journée de jeudi pour examiner dans de bonnes conditions ce texte. Une proposition de loi ne permet ni étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Je le regrette, nous le regrettons. Et c'est d'autant plus regrettable que nous sommes sur des questions fondamentales. J'ai personnellement un autre sujet d'inquiétude. C'est le peu d'enthousiasme de la part de celles et de ceux que j'ai entendus lors des auditions. Les demandes d'entretien et le nombre d'amendements proposés corroborent ce sentiment d'un manque total d'adhésion à cette proposition. Je le regrette. Les uns se sentant injustement écartés, les autres pour le moins déconcertés. Attention, nous ne sommes pas loin d'observer une réelle démotivation des professionnels. Je salue ici notre rapporteur, Alain Milon, qui a mené un important travail d'audition auquel j'ai essayé de participer le plus possible. Et c'est justement mon témoignage que je disais il y a quelques instants du peu d'enthousiasme que j'ai rencontré au cours de ces auditions. Enfin, cette proposition de loi se veut la traduction de la partie non budgétaire des conclusions du Ségur. Mais force est de constater qu'elle n'atteint pas cet objectif, puisque seulement 5 des 33 mesures du Ségur de la santé se retrouvaient dans le texte de commission de l'Assemblée nationale. J'entends les propos de son auteur. Nombre de mesures attendues par les professionnels de la santé relèvent du niveau réglementaire et des ordonnances prévues dans le cadre de la loi Ma Santé 2022 et ne figurent donc pas dans ce texte. Aussi, nous sommes en droit de nous interroger sur l'intitulé de cette proposition de loi. Vise-t-elle réellement à améliorer notre système de santé par la confiance et la simplification ? J'en doute. S'il y a urgence à redonner de l'attractivité aux carrières au sein des hôpitaux publics, et c'est urgent, les sentiments d'injustice et de frustration ne cessent de monter sur le terrain. Il faudra un jour y répondre. Je m'arrête là pour ce qu'il en est des considérations générales. J'en viens désormais aux articles de la proposition de loi. Je commencerai par ce que je considère comme des avancées bienvenues. Il s'agit du chapitre 2 relatif à l'évolution des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux.
Si les articles 2 et suivants n'engagent pas de révolution, ils sont autant de bouffées d'oxygène pour les professions concernées et surtout pour les patients. Il conviendrait d'amplifier ce mouvement. Aussi, une fois n'est pas coutume, je ne partage pas la position de notre rapporteur, qu'il me pardonne, sur l'article 2, quinquies B, qui permettait aux sages-femmes d'adresser leurs patientes à un médecin spécialiste, sans pénaliser les patientes en termes de remboursement par l'assurance maladie des frais de soins. Je ne crois pas que cette mesure induise une confusion dans la logique du parcours de soins coordonnés, articulé autour du médecin traitant. C'est au contraire une mesure de simplification du parcours des patientes qui serait bienvenue. C'est d'ailleurs l'objet de ma proposition. Nous le savons, le temps de la grossesse est un temps à part dans la vie d'une femme. Les sages-femmes n'ont donc pas vocation à se substituer aux médecins. Aussi, dans un objectif de simplification du parcours de santé et d'un meilleur accès aux soins, j'ai déposé plusieurs amendements pour amplifier l'esquisse aperçue dans ce chapitre 2. Mais j'attire la vigilance du ministre. Nous ne pouvons étendre indéfiniment le champ d'intervention de ces professionnels sans améliorer leur statut. Concernant la mesure phare portée initialement par l'article 1er, je partage en tout point l'analyse de notre rapporteur. Introduire une nouvelle strate de professionnels de santé ne peut se faire sans l'assentiment des principaux concernés. Cela n'a pas été le cas, dont acte. Le chapitre 4, relatif à la gouvernance des établissements publics de santé, suscite beaucoup de réactions. À vrai dire, il y a tellement eu de réactions que c'était assez embrouillant, à vrai dire. Beaucoup d'acteurs de proximité ne comprenaient pas la non-reprise des préconisations du professeur Clarisse. Je remercie notre rapporteur d'avoir respecté ce travail, unanimement salué en réécrivant ces articles. Dans la même dynamique, l'article 5, modifié par notre commission, est bienvenu, tant la notion de service fait consensus chez les professionnels. Enfin, nous ne pouvons que souscrire à l'objectif d'associer davantage le personnel soignant à la gestion de l'hôpital, notamment par le biais de l'élaboration du projet médical, dont la finalité est de répondre aux besoins de santé de la population. Pour conclure, cette proposition de loi a fait naître de nombreux sentiments ambivalents, oscillant entre l'espoir et la déception. Les mesures contenues dans le texte ne parviennent pas à se hisser à la hauteur des ambitions et des attentes bien légitimes de celles et ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et plus encore en cette période particulièrement éprouvante. Le Sénat apporte un certain nombre d'améliorations salutaires. Aussi, le groupe Union centriste votera favorablement le texte ainsi modifié. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Jomier pour 5 minutes. Logiste et républicain. Pas remarqué que ça montait. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je crains que ce texte ne simplifie pas plus qu'il ne crée davantage de confiance. À la sortie de son passage en commission au Sénat, 9 articles ont été supprimés. Le texte a un peu dégonflé, sans atteindre la taille toutefois usuelle d'une proposition de loi. Le rapporteur a procédé à un important travail de réécriture sur de nombreux sujets complexes et pourtant absolument essentiels pour notre système de santé. Mais nous ne pouvons que déplorer le rejet de notre motion de renvoi en commission qui aurait pu nous octroyer le temps nécessaire pour effectuer un travail à la hauteur, en pleine conscience notamment des ordonnances en préparation. Vous choisissez un examen, monsieur le ministre, qui est bâclé. Or, nous considérons que les soignants mobilisés depuis 1 an pour faire face aux différentes vagues de l'épidémie méritaient mieux. Je m'attarderai brièvement sur quelques articles qui ont particulièrement retenu notre attention. L'article 1er, supprimé par le rapporteur, visait à créer une profession médicale intermédiaire entre infirmiers et médecins, sans en détailler les modalités techniques et juridiques. Face au mécontentement général, il est devenu une simple demande de rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Les mêmes protocoles de coopération que l'article 1 bis visait à étendre avant donc d'être évalués, chercher la logique. L'article 1er 1 bis, donc, qui dans sa version initiale n'était pas plus compréhensible, étendre les protocoles de coopération à tout le champ de l'exercice coordonné, alors même que les dispositions votées dans la loi Santé de 2019 sont encore à peine appliquées. Le chapitre 2, lui, apporte quelques dispositions attendues et réclamées par les sages-femmes depuis longtemps.
c'est très bien, mais d'autres professions nécessitent encore notre attention. Les infirmières et les infirmiers, par exemple, dont le rôle dans l'offre de soins demeure insuffisamment reconnu. Nous proposons des amendements pour que leur soient octroyées de nouvelles compétences. Concernant la gouvernance de l'hôpital, l'intention de l'article 5 est positive puisqu'il a pour ambition de réaffirmer le rôle des services et des chefs de service. Nous pensons en effet qu'il constitue une unité pertinente dans la prise de décision, d'organisation et de mise en œuvre de l'offre de soins et que les réformes successives de l'hôpital les ont trop éloignés des instances décisionnelles. Mais l'article 5 procède-t-il réellement à ce changement de cap ? Je ne crois pas, et je ne crois pas que nous puissions promettre au personnel hospitalier le changement qu'ils attendent si nous ne posons pas clairement la question de la répartition des compétences entre les pôles d'activité et les services. Dans la même logique, nous défendons une place plus importante donnée à la parole des paramédicaux représentés au sein de la commission des soins infirmiers et de rééducation médico-technique. La gestion de la crise de la Covid à l'hôpital a souvent permis de mettre autour de la table la direction, les médecins et les soignants dans le cadre d'un véritable travail collectif pour organiser la prise en charge. Les verrous financiers ne sont pas les seuls à être passés au second plan pendant cette crise. Le verrou de la verticalité, souvent bureaucratique, qui caractérise la prise de décision à l'hôpital, a lui aussi sauté temporairement. C'est dans ce sens, et donc dans celui de la reconnaissance de l'implication des soignants dans la prise en charge quotidienne des patients, qu'il nous faut travailler. C'est pour cette raison que nous nous opposerons aux dispositions de l'article 6 qui prévoit des fusions de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique. Nous sommes convaincus qu'il faut au contraire conforter une plus grande autonomie à la commission des soins infirmiers et par conséquent ne pas permettre une telle fusion. L'article 8, lui, propose d'introduire la possibilité pour un établissement de santé sur son initiative de déroger à une organisation des soins en pôle d'activité ou adopter une gouvernance sans directoire, CME ou commission des soins infirmiers. Il nous paraît surprenant que plusieurs articles précédents s'efforcent de modifier la gouvernance de l'hôpital vers plus de place aux services et aux soignants pour permettre dans cet article de pouvoir y déroger. De plus, il ne correspond à aucun souhait exprimé du terrain et ne satisfait aucune demande formulée ni dans le rapport Claris ni dans le rapport Nota. Enfin, la proposition de loi s'achève sur un énième article décevant sur le handicap. N'y a-t-il pas d'autre ambition du Ségur de la santé pour le secteur médico-social que la commande d'un rapport et l'instauration d'une plateforme en ligne venant s'ajouter à un numéro vert déjà en place et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il ne remplit pas son rôle ? Monsieur le ministre, il nous est difficile de marquer une grande insatisfaction, voire une colère, alors que nous démarrons l'examen de ce texte. Vous avez refusé d'inscrire le sujet de la gouvernance dans les discussions du Ségur et vous présentez un texte qui comprend plus d'une dizaine d'articles et non des moindres sur la gouvernance dans une proposition de loi censée mettre en œuvre les mesures du Ségur. La vérité, c'est que seulement 4 ou 5 mesures du Ségur se retrouvent réellement dans ce texte. La vérité, c'est que vous avez refusé d'organiser des états généraux de l'hôpital public qui auraient permis de traiter valablement les enjeux de l'organisation et de la gouvernance de l'hôpital. La vérité, c'est que l'on attend toujours le Ségur de la santé publique. C'est que vous nous demandez de voter une loi dans la confusion. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Ravier, non inscrit, pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise du coronavirus aura eu un mérite. Celui d'avoir mis en lumière l'état d'extrême fragilité, pour ne pas dire de délabrement, dans lequel se trouvaient nos hôpitaux, conséquence d'un abandon délibéré des pouvoirs publics qui ont considéré la santé des Français comme un luxe qu'il convenait de réduire au nom d'une gestion financière saine. Le résultat de l'approche prioritairement financière de la santé, nous le connaissons. Le deuil des familles, la fatigue et la colère d'un personnel médical dont le courage ne suffit plus à encaisser la mutation du serment d'Hippocrate en discours d'hypocrite de la part de leurs ministres de tutelle successifs. Mais le mal ne se résume pas à l'état catastrophique dans lequel se débat l'hôpital public. Il frappe tous les domaines liés à la santé. Au manque de places et d'équipements et de personnel dans nos hôpitaux s'ajoute à la pénurie de médecins en ruralité, la suradministration, les numerus clausus étriqués et dépassés, la disparition de notre production nationale de produits pharmaceutiques et pas seulement les masques chirurgicaux, mais aussi vaccins et médicaments, l'abandon par l'État des chercheurs et des entreprises innovantes, les restrictions budgétaires sans vision de long terme imposées par Bruxelles. Or, dans un pays qui se veut l'un des plus riches, les plus accueillants, les plus protecteurs, la santé de ses citoyens ne devrait pas être considérée d'abord comme un coût, mais comme un investissement. Ce projet de loi en est encore bien éloigné.
Les leçons de la crise sanitaire, qui est loin d'être terminée, ne sont manifestement pas tirées. Se préparer au pire pour éviter de le vivre, de le revivre encore, n'est toujours pas à l'ordre du jour. Continuer à refuser le principe de précaution est une erreur, et refuser la souveraineté et donc l'indépendance sanitaire, une faute. Dans cette proposition de loi, je retiendrai et soutiendrai néanmoins la revalorisation de la profession des sages-femmes. D'abord parce qu'elles sont les garantes d'un accompagnement personnalisé optimal pour les femmes et les nouveau-nés. Elles mettent en place les meilleures conditions pour la natalité française dans un contexte de crainte en l'avenir. Elles suivent et donc rassurent les femmes pendant leur grossesse, assurent l'accouchement et accompagnent la mère et l'enfant pour les soins de post-natalité. Je soutiendrai dans ce texte l'élargissement de leur périmètre d'activité. Trop souvent considérées comme une profession paramédicale, les sages-femmes doivent pouvoir varier leurs prérogatives médicales et obtenir une rémunération à la hauteur de leur diplôme, de leur statut et surtout de leurs responsabilités. Mais le salaire ne fait pas tout, il n'efface pas l'épuisement. Tout cela ne servira à rien si l'on n'augmente pas le nombre de sages-femmes. Le mouvement populaire « Une femme, une sage-femme » pointe l'insuffisance des effectifs qui conduit à une prise en charge des patientes qui, dans bien des cas, n'est pas satisfaisante. Alors oui, nous souhaitons adapter les compétences des sages-femmes aux demandes d'aujourd'hui, mais sachons dans les prochaines lois de finances leur accorder toute leur place pour une revalorisation de leur statut, un accroissement du personnel et des moyens mis à leur disposition, notamment pour leur formation. Dans l'ensemble, alors que tout devrait être revu de fond en comble, ce texte présenté dans la précipitation manque cruellement d'ambition. Pourtant, nous le savons, les économies d'hier nous coûtent très cher aujourd'hui et pas seulement financièrement. Malgré ces insuffisances, mais devant l'urgence, je voterai en faveur de ce texte. Merci. La parole est à monsieur Daniel Chassain pour le groupe des Indépendants et pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Ségur de la santé a apporté des aides importantes de revalorisation, rattrapage pour 8 milliards pour les salaires et une aide de 19 milliards pour l'investissement. Cette proposition de loi veut y apporter des précisions concernant les soins de management, la gestion de l'hôpital et en ville. L'important, c'est de débattre, d'apporter effectivement des améliorations de ce texte. Le Sénat va le faire et je voudrais saluer le rapporteur qui a œuvré dans ce sens. La création de l'exercice d'infirmier en pratique avancée, accessible après 3 ans, est une bonne initiative. Déjà, le médecin généraliste est bien secondé par les infirmières dans la surveillance des maladies chroniques pour le diabète, surveillance des anticoagulants, l'insuffisance respiratoire, rénale, troubles psychiatriques ou encore l'état général. Ces pratiques sont déjà bien intégrées dans les maisons de santé avec lesquelles les infirmières et les médecins travaillent de concert avec les pharmaciens dans le cadre de la CISA. Je ne suis pas favorable à ce stade à la création d'une nouvelle profession médicale intermédiaire. Il faut privilégier le dispositif de pratique avancée en incluant des infirmiers anesthésistes comme le propose mon collègue Alain Marc. En revanche, nous devons mieux travailler avec les pharmaciens qui contrôlent les ordonnances, conseillent les patients, sont des acteurs de premier plan et de prévention. Ils participent aux vaccinations, font des substitutions de médicaments, mais ne sont pas toujours, pour l'instant, autorisés à prescrire un médicament pour les cystites, ni même demander un examen d'urine. Commençons par améliorer l'existant plutôt que de créer une nouvelle profession. Le pharmacien est un maillon essentiel dans l'organisation des soins. Les officines sont ouvertes du lundi au samedi et j'en profite pour réagir aux propos un peu méprisants d'une élue du Bas-Rhin. Nous devons au contraire applaudir les pharmaciens pour leur dévouement et leur sérieux. En ce qui concerne l'évolution des compétences des sages-femmes, je ne vois pas médicalement d'obstacle à la prescription d'arrêt de travail au-delà des 15 jours. Je suis favorable à la prescription de dépistage des ITS du conjoint. L'article 3 propose de simplifier le recrutement des praticiens hospitaliers. En effet, il faut donner aux établissements la possibilité d'être plus réactifs en simplifiant les procédures qui sont trop lourdes et revaloriser encore les salaires. L'article 5 vise à revaloriser la CME, la place du chef de service. Effectivement, ça a été dit, il faudra préciser son rôle par rapport au chef de pôle.
ainsi qu'associer le personnel, les internes, les paramédicaux au projet de l'hôpital. L'article 7 visait à renforcer l'intégration des GHT par le prisme des directions communes. Cela permettrait, avec l'accord des élus locaux, des CME, de mettre en place une véritable vision du territoire. Cette direction commune entre un établissement d'un même GHT me semble être une solution la plus efficace, la plus adaptée pour mettre en œuvre un projet médical partagé avec l'établissement support, en visant à faire du département, lorsque c'est possible, l'échelon préférentiel d'organisation du GHT. Je soutiendrai l'amendement de mon collègue Franck Menonville visant à renforcer le rôle des élus locaux au sein des conseils de surveillance. L'article 7 concerne la création d'un service d'accès aux soins non programmés en améliorant la demande de soins en amont des urgences, en dirigeant les patients vers un professionnel de santé pour une consultation sans rendez-vous. Nous devons mettre en place ce dispositif sur l'ensemble du territoire et lorsqu'il n'y a pas de centre hospitalier, ce service devra reposer sur les MSP et une MSP de garde avec les CPTS. L'article 10 vise à lutter contre les abus de l'intérim médical. Il faut savoir que les établissements sont dépendants de ce recours pour assurer la continuité des soins, notamment dans certaines spécialités. Et c'est une amélioration de la revalorisation des gardes que les intérims baisseront. Monsieur le ministre, faire confiance et simplifier pourrait s'appliquer aux départements à qui il serait confié la totalité du maintien à domicile personnes âgées, personnes handicapées, avec la gestion des SIAD, et ainsi la coordination des intervenants serait facilitée avec un seul numéro d'appel. Et pourquoi pas d'ailleurs le budget soins dans les EHPAD. Le Ségur de la santé, je l'ai dit, a apporté des améliorations, mais le SIAD avait été oublié et nous espérons que le médico-social du handicap recevra également rapidement cette augmentation. Pour conclure, Monsieur le ministre, je rappellerai l'importance d'amplifier les formations de médecins, d'aides-soignantes et d'infirmières. Il y a un manque très important en ville, en établissement, des emplois non pourvus en EHPAD. Cette PPL, j'ai fini, avec les amendements du Sénat, apporteront une amélioration pragmatique dans le fonctionnement de l'hôpital. Nous y sommes favorables et nous espérons, Monsieur le ministre, qu'elles seront retenues dans les prochains budgets. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, depuis de très nombreuses années, l'hôpital public est en souffrance. Manque de moyens avec son corollaire de fermeture de postes, fermeture de lits, reconnaissance salariale insuffisante, complexité de l'organisation entraînant une carence d'attractivité chronique pour nos hôpitaux. Et pourtant, la réponse du personnel à la pandémie a été et est encore remarquable et admirable. Dans ce contexte particulier, alors que le Ségur de la santé et le rapport extrêmement documenté et riche en préconisations du professeur Claris ont fait naître un certain espoir, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui, malgré son titre attractif, n'est que déception et frustration. Comme l'ont déjà souligné mes collègues, la forme interroge. Cette PPL, en ne reprenant que peu de dispositions du Ségur de la santé, 5 sur 33, ne répond en rien aux attentes du monde médical et hospitalier. Et pire encore, elle crée une insécurité juridique et des incompréhensions. Quelle sera la place de cette PPL alors que les ordonnances promises avec la loi Ma Santé en 2022 d'Agnès Buzyn n'ont toujours pas été publiées? On est donc bien loin d'une simplification. Et qui plus est, cette PPL comportait au départ pas moins de 42 articles, ce qui est pour le moins inhabituel, dont beaucoup ont été supprimés ou entièrement réécrits dès la première lecture à l'Assemblée nationale, preuve de son impréparation. Maintenant, sur le fond, est-ce que cette proposition de loi s'attaque véritablement au problème de l'attractivité de nos hôpitaux publics? Tient-elle compte des remontées de terrain et de la vraie vie des personnels et des usagers? Absolument pas. Ce texte balaie au contraire un nombre important de sujets sans apporter de réponse de fond ou de vision globale. Il ne fait qu'effleurer les préoccupations majeures du monde hospitalier. Loin de renforcer l'attractivité des carrières hospitalières et la valorisation des personnels soignants, le texte, sous couvert de simplification, propose même des mesures contre-productives, telles que le bénévolat individuel
ou la possibilité pour un directeur de GHT de créer un poste de praticien hospitalier. La création d'un service d'accès aux soins aurait également mérité un travail plus approfondi entre l'hôpital et la médecine de ville, et en particulier avec les maisons pluridisciplinaires de santé ou les établissements de soins primaires. La pandémie a mis également en exergue la question de la démocratie sanitaire. Quelles leçons en tire le gouvernement ? Aucune dans ce texte, assurément. Les professionnels hospitaliers, pendant la première vague, ont estimé que si l'hôpital avait su gérer, il devait à la fois, bien sûr, à l'hypermobilisation de l'ensemble des personnels, mais à quel prix ? Mais aussi au fait que la santé avait été érigée en grande priorité et le carcan de l'exécution budgétaire remisé au second plan. Quelles leçons en tire le gouvernement ? Aucune là non plus. Pire, il s'enferre dans la vision de l'hôpital entreprise avec la création d'un projet managérial que nous avons supprimé en commission grâce à un amendement de notre groupe. C'est l'article 11 qui a été supprimé. Certes, il existe quelques propositions intéressantes, je pense en particulier à ce qui concerne les sages-femmes ou les kinés, mais l'ensemble provoque un sentiment de déception et de frustration qui risque de démobiliser l'ensemble du personnel hospitalier. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, nous aurions dû examiner ce texte aussi désordonné et au champ d'application aussi large, avec pour le moins un peu plus de recul et un travail plus approfondi. Nous aurions dû aussi attendre les ordonnances du gouvernement et mieux travailler le champ d'application restant. Nous le devons à nos soignants et à l'ensemble de nos concitoyens usagers de notre système de santé, qui sont eux aussi extrêmement inquiets. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en cette fin d'après-midi, on nous demande de brièvement examiner une proposition de loi qui voudrait être la traduction du Ségur de la santé. Les défis sont de taille qui nous appellent à redoubler d'efforts. À l'issue du Ségur, il s'agissait, je cite le communiqué de presse du ministère de la Santé, de faire tomber les murs entre l'hôpital, la médecine de ville, les établissements médico-sociaux, lutter avec une énergie nouvelle contre les inégalités de la santé, donner plus de voix aux soignants dans la gouvernance des établissements de santé, mieux tenir compte des enjeux environnementaux, mettre le numérique au service de la santé de tous, et tout cela dans l'intérêt supérieur des patients et de leur santé. Est-ce que la proposition de loi que nous examinons en procédure accélérée répond à cet objectif qui est de traduire dans notre droit les objectifs du Ségur ? Malheureusement non, ce texte ne répond pas à son ambition initiale. Les mesures proposées pour l'hôpital public restent largement insuffisantes. La pandémie a pourtant mis en exergue les dysfonctionnements de l'hôpital et l'exaspération des soignants qui sont épuisés et se sentent insuffisamment pris en considération. Nos infrastructures sont souvent vétustes et le nombre de lits reste insuffisant depuis le début de la pandémie. Les sujets essentiels comme la formation et l'organisation de la médecine de ville sont complètement éludés. Concernant l'aspect financier, nous sommes tous conscients de la nécessité de revaloriser les salaires des personnels médicaux et paramédicaux. Il est impératif d'avoir des salaires décents au regard des responsabilités et de l'engagement des soignants. D'autre part, il est urgent de favoriser l'installation de médecins sur l'ensemble du territoire et de résorber les déserts médicaux. Mais cette traduction du Ségur de la santé ne propose aucune mesure forte. En ma qualité de médecin et de parlementaire, je regrette ce décalage entre les mesures annoncées lors du Ségur de la santé et cette proposition de loi aux mesurettes disparates. Monsieur le ministre, cette proposition de loi aurait pu être l'occasion d'une vraie réforme. Mais la teneur de ce texte et la procédure accélérée ont considérablement amoindri son ambition. De plus, le périmètre de la proposition de loi initiale et les règles de recevabilité des amendements qui procèdent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'ont pas permis au Sénat d'enrichir ce texte pour répondre aux attentes des professionnels de santé et des patients. Malgré tout, le rapporteur et les commissaires aux affaires sociales ont pu remanier ce texte pour l'améliorer. 10 articles sur 37 ont été supprimés, notamment l'article 1er qui, dans sa version initiale, proposait la création d'une profession médicale intermédiaire, en d'autres termes, un médecin au rabais. Faisant l'unanimité contre elle, cette proposition a été abandonnée dès l'examen par l'Assemblée nationale pour être remplacée par une demande de rapport à remettre au Parlement dans un délai d'1 an que nous avons supprimé. Supprimé également l'article prévoyant l'intervention de bénévoles à titre individuel dans les établissements publics et privés de santé en dehors du cadre associatif.
Les compétences des sages-femmes en matière de prescription, d'arrêt de travail et d'examen, de dépistage et de traitement ont été élargies. Je me réjouis aussi que la lutte contre le recours abusif à l'intérim médical ait été améliorée. Les attentes des soignants et des Français sont importantes. Ce texte improvisé et insuffisant, dont nous ne saisissons pas les objectifs, risque de les décevoir une nouvelle fois. Néanmoins, nous allons tâcher d'améliorer cette proposition de loi dans un délai imparti extrêmement court au regard des enjeux. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir dans la discussion générale? Allez-y, je vous en prie. Brièvement, Madame la Présidente, sur quelques points et questions directes qui ont pu être posées par les différents intervenants. D'abord, dire que le Ségur de la santé ne se résume pas évidemment à cette proposition parlementaire de loi. L'immense majorité des mesures non salariales contenues dans le Ségur de la santé sont du domaine réglementaire et ne relèvent pas du législatif, nous permettant évidemment d'aller bien au-delà du périmètre de ce texte de loi. Ensuite, dire qu'il y a des ordonnances GHT, il en a été beaucoup question, je crois que c'est le sénateur Jomier qui en a parlé à plusieurs reprises. Nous avons la fenêtre d'habilitation s'étend jusqu'au 25 mars, donc il n'y a plus beaucoup à attendre et ces ordonnances, je le disais en discussion générale, sont actuellement à la concertation avec les acteurs. Vous verrez qu'elles sont, je pense, équilibrées, qu'elles répondent en grande partie aux préconisations du rapport Claris, dont je rappelle qu'il avait été très bien accueilli. Et ce que je propose volontiers à Madame la Présidente de la Commission, si elle le souhaite, c'est de venir vous présenter ces ordonnances dès qu'elles auront été publiées devant votre commission sénatoriale. Madame la sénatrice Imbert, vous avez posé une question sur le renforcement de l'attractivité des zones sous-denses pour favoriser l'appropriation des futurs métiers. Vous avez parlé notamment de la maîtrise de stage ambulatoire. On a deux objectifs qui sont pour moi indissociables. Augmenter le nombre de maîtres de stage pour parvenir à une capacité de formation suffisante sur le territoire, et puis maintenir et si nécessaire améliorer la qualité de l'encadrement des internes, tant au plan pédagogique qu'au plan professionnel. Dans ce cadre et dans celui d'un groupe de travail spécifique du Ségur de la santé, il y a des travaux qui portent sur la diversification des terrains de stage par les services du ministère y travaillent. On veut identifier les conditions de réalisation et de développement de ces stages dans les territoires, dans des conditions qui permettent de garantir l'exigence de qualité de la formation. On va aboutir dans les tout prochains mois. S'agissant de votre deuxième question, le décret, c'est pour ça que j'avais ma note, le décret 2020-951 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l'agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de 2e et de 3e cycle des études de médecine a été pris en application du 3 de l'article 2. Une réponse précise et factuelle, mais si vous souhaitez, on pourra en compléter. Quelques aspects complémentaires. L'esprit du Ségur, c'est l'esprit de la liberté retrouvée et du retour du sens pour celles et ceux qui font leur mission dans une structure type hospitalière, pour ce qui concerne la partie hospitalière. L'esprit du Ségur, c'est de permettre à chacune et à chacun de s'organiser, non pas librement, on ne va pas transformer l'hôpital en phalanstère, mais avec des règles, mais qui soient des règles moins rigides. C'est rendre finalement non opposable une partie du code de santé publique, non pas pour ce qui concerne la qualité ou la sécurité ou la continuité des soins, mais pour l'organisation interne. Pardon, j'ai aussi porté la blouse pendant un certain temps. La disparition du service, la structuration en pôle a eu du bon. Enfin, la disparition du service a été beaucoup regrettée. Les modalités de gouvernance interne, un discours, mais très dur en 2007 du président de la République qui disait il y a un seul patron à l'hôpital, ce sera le directeur. Tout ça n'est pas sans conséquence sur l'état d'esprit qui règne depuis plus de 10 ans maintenant dans nos établissements de santé. Et je ne dis pas que la réforme était mauvaise. Je dis que de toute façon, les transformations sont nécessaires au bout d'un certain temps, au bout d'un certain cycle, et quand on se rend compte que les externalités négatives des décisions qui ont été prises commencent à l'emporter sur les aspects positifs. Et donc, redonner de la souplesse dans la structuration de l'hôpital, ça ne veut pas dire, c'est certainement pas réopposer directeur et médecin. Moi, j'ai jamais compris ce débat. J'ai peut-être eu la chance de toujours évoluer dans des hôpitaux où le directeur, le PCME fonctionnaient en binôme. Ce que je crois profondément, c'est que quand on donne la possibilité aux uns et aux autres de changer leur gouvernance interne, on apporte une solution à beaucoup de problèmes. Un des mots qui ronge l'hôpital, il n'en a pas été question dans la discussion générale, ce sont les conflits interpersonnels. C'est dévastateur. C'est dévastateur. La qualité de vie au travail à l'hôpital, elle passe aussi par la capacité des uns et des autres à se sentir entendus, écoutés, libres dans leur exercice et respectés. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que les directeurs, les soignants, médecins, paramédicaux ont tous regardé dans une seule direction, la même. Soigner, sauver des vies, s'organiser. Il a fallu prendre des décisions très vite, elles ont été prises. Il a fallu sortir du code des marchés publics sous l'urgence sanitaire pour pouvoir acheter de quoi fabriquer des services d'urgence extérieurs à l'hôpital en catastrophe en 48 heures, ça a pu être fait.
Mais dans la vie du quotidien, c'est pas ça. Dans la vie du quotidien, c'est pas ça. Et pardon de faire un appel à mon expérience à nouveau professionnel personnel, mais j'ai eu la chance de pouvoir monter un hôpital de jour en neurologie au CHU de Grenoble, et je me souviens très bien, c'est un exemple parmi d'autres, que comme c'était souvent des patients jeunes atteints de sclérose en plaques qui allaient avoir une perfusion pendant 1 ou 2 heures, j'avais préféré plutôt que des lits, avoir des fauteuils confortables, compatibles avec des perfusions. On pouvait mettre 3 fauteuils au lieu de 2 lits, et j'avais identifié des fauteuils qui ne coûtaient pas très cher, qui étaient quand même confortables, donc qui coûtaient un peu plus d'1 millier d'euros, mais qui étaient de nature à rendre en plus l'espace plus accueillant et plus moderne, et en faire vraiment un truc ambulatoire. Catastrophe, dans le Code des marchés publics, il y avait un livre dans lequel vous avez un type de fauteuil, 30 000 balles de fauteuil. C'est ça aussi la rigidité à l'hôpital. Moi, je vais vous dire une chose, si j'avais pu, je serais même allé plus loin que les mesures qui ont été proposées, notamment en termes de Code des marchés publics. Mais là, il y a une législation européenne qui est très forte en la matière. Il faut donner de l'autonomie aux établissements, il ne faut pas qu'on ait peur, il faut évidemment des règles qui encadrent les choses, mais il ne faut pas désigner un patron du doigt en disant c'est toi qui vas être responsable de tout le monde. C'est pas vrai. C'est la CHU de Grenoble, c'est 10 000 feuilles de paye. On ne peut pas confier une seule responsabilité à une seule personne, quand bien même ce serait quelqu'un d'extrêmement dévoué et talentueux. Donc, il faut repenser l'organisation interne et la gouvernance interne. Et ça, les éléments qui sont dans cette PPL, y répondent en partie. L'autre partie, elle est du domaine réglementaire. On aura l'occasion d'en débattre. Un point sur les ESPIC, c'est le sénateur Bernard Bonne qui en a parlé. Les ESPIC, il y avait des amendements que j'avais entrevus de déposer à la PPL, mais qui étaient susceptibles de ne pas passer l'article 45 à l'Assemblée nationale. Ça aurait été compliqué de me faire moi-même refouler des amendements. Vous comprenez que je les ai retirés. Donc je regarderai avec vraiment beaucoup d'attention un certain nombre d'amendements que vous avez déposés avec d'autres collègues. Je pense au sénateur Iacovelli, qui me semblent vraiment intéressants. On aura l'occasion d'en parler. Personne ne doit être évidemment abandonné ou oublié. Et enfin, vous dire sur la médecine de ville, c'est que la médecine de ville, elle répond à une organisation qui n'est pas législative en propre, mais elle répond aux négociations conventionnelles entre la CNAM, l'UNOCAM et les syndicats. C'est le dialogue social, c'est le cadre qui a été déterminé par la loi de 2004. Et c'est ce cadre que je respecte évidemment. Donc il y a des mesures qui concernent la médecine de ville. Certaines sont déjà opérationnelles, notamment en matière d'investissement du Ségur. D'autres vont avoir lieu dans le cadre de la Convention. Les débats avaient commencé, les discussions, les échanges. Ils ont été suspendus compte tenu de la proximité des élections professionnelles qui ne rendaient pas le cadre propice à des conclusions d'accord. Ça reprendra sitôt les élections professionnelles passées. Et évidemment qu'on va travailler à l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital. Moi, je me bats depuis des années pour qu'on casse les silos entre la ville et l'hôpital, entre le médico-social et le médical. On a vu pendant la crise Covid que quand on cassait les silos, on était plus efficace. C'est vraiment l'objet, en tout cas c'est l'état d'esprit qui m'anime, et j'arrive à retrouver, j'allais dire mes bébés, dans un certain nombre d'articles de cette PPL, auxquels je crois, et je le répète, c'est un travail parlementaire que vous avez la possibilité comme parlementaire d'enrichir, de modifier. Débattons. Je vous remercie.